Que diriez-vous si je vous disais que le cinéma des années 1940 cachait des trésors si puissants qu'ils pourraient briser vos attentes sur ce qu'Hollywood d'autrefois pouvait faire? Aujourd'hui, nous levons le voile sur 15 chefs-d'œuvre oubliés. Des films qui ont osé être différents, qui infusaient chaque image de cœur, d'ambition et de tragédie. Certains furent victimes de la guerre, d'autres écrasés par les studios, et quelques-uns étaient simplement trop en avance sur leur temps. Attachez votre ceinture, car ces joyaux cachés s'apprêtent à réécrire votre vision de l'âge d'or, Âge, The Seventh Victim, 1943. Imaginez marcher dans des rues trempées de pluie, où la lumière des lampadaires vacille incertaine à travers une brume épaisse, où chaque ruelle semble soupirer de menaces invisibles. C'est le monde glaçant de The Seventh Victim, un hybride de film noir et d'horreur qui ne vous effraie pas tant qu'il vous infecte, vous. Réalisé par Mark Robson sous la géniale influence inquiétante du producteur Val Newton, le film suit Mary Gibson, une fille timide tirée de son pensionnat protégé vers le cœur sombre de New York, à la recherche de sa sœur disparue, Jacqueline. Ce qu'elle découvre n'est pas exactement de la violence, mais un monde de chuchotements, de cultes secrets et l'irrésistible attraction de la mort elle-même. La véritable horreur de The Seventh Victim réside dans sa résignation. Jacqueline ne fuit pas son culte. Elle résiste à peine. La mort n'est pas un ennemi ici. C'est un amant, appelant depuis l'obscurité. Les membres du culte ne chassent pas ni ne torturent. Ils attendent patiemment que ceux déjà brisés se rendent. Les dirigeants de studio n'avaient aucune idée de comment commercialiser quelque chose d'aussi sombre en 1943. Ils l'ont enterré dans une sortie limitée, craignant que le public noyé dans l'anxiété de guerre ne puisse supporter un film qui osait dire « Parfois nous marchons volontairement dans l'obscurité. Regarde attentivement. » Le véritable monstre du film n'est pas une société secrète. C'est le désespoir. C'est le murmure que peut-être se battre est inutile. C'est la manière dont les escaliers vides semblent respirer. C'est l'horreur lente que parfois tout l'amour du monde ne suffit pas à ramener quelqu'un. The Seventh Victim ne vous laisse pas crier. Il vous laisse silencieux, regardant dans le vide et le voyant vous regarder en retour. Ils vivent la nuit, 1948. Avant que Bonnie et Clyde ne rendent la rébellion glamour, ils vivent la nuit à dresser un portrait bien plus honnête et infiniment plus déchirant d'un amour condamné sur le course. Nicholas Ray, dans son époustouflant premier film en tant que réalisateur, crée une histoire non pas de criminels endurcis, mais de deux jeunes, Bowie et Kishi, qui luttent désespérément pour une vie qu'ils n'ont jamais pu avoir. Bowie vient de s'échapper de prison, pas malfaisant, mais simplement un garçon né sous une mauvaise étoile. Kishi, battu par des années de négligence, est si peu habitué à la tendresse qu'un mot gentil semble dangereux. Leur histoire d'amour n'est pas faite de feux d'artifice et de passion, c'est de la survie. C'est la douce désespoir de deux âmes qui s'accrochent l'une à l'autre comme des naufragés, sachant que les vagues finiront par les séparer. Le style documentaire de Ray, avec des caméras portées à la main et des décors naturalistes, rend leur monde brutalement réel, vrai. Il y a une séquence déchirante où Bowie et Kishi font semblant, juste pour une nuit, d'être un couple marié ordinaire. Ils achètent des rideaux. Ils parlent de bébés. On peut sentir le rêve trembler entre leurs mains, fragile comme du verre filé. Mais il n'y a pas de place pour les rêves ici. Les flics arrivent. Les péchés de leur passé et la main impitoyable du monde les rattrapent rapidement. Les spectateurs de 1948 ne savaient pas quoi penser de They Live by Night. Ils voulaient des gangsters qui mouraient avec un grognement, pas de jeunes amants qui mouraient avec un gémissement. Le film a échoué. Mais aujourd'hui, il se dresse fièrement, un hymne fragile et dévastateur à l'espoir simple et insupportable que la vie pourrait être meilleure, si seulement le monde le permettait. La tempête, 1940. Avant que l'Amérique n'entre officiellement dans la Deuxième Guerre mondiale, Hollywood dansait nerveusement autour de la tempête qui se préparait en Europe. Peu osaient nommer le mal qui montait là-bas, encore moins pointé du doigt. Mais The Mortal Storm l'a fait et a payé un lourd tribut pour son courage. Réalisé par Frank Borzage, maître de l'idéalisme romantique, le film capture l'érosion glaçante de la vie quotidienne alors que le nazisme contamine un village allemand tranquille. Le professeur Roth, aimé des étudiants et des voisins, voit son héritage juif devenir une arme contre lui. Du jour au lendemain, les amis deviennent des ennemis, les fils deviennent des informateurs, les amants se déchirent sur idéologie. Ce qui rend The Mortal Storm inoubliable, c'est son intimité. Il ne s'agit pas d'armées qui s'affrontent sur des champs boueux. Il s'agit d'une table à dîner où personne ne peut se mettre d'accord sur l'existence de la liberté. Il s'agit d'un fils, main tremblante sur la poignée de porte, incertain de savoir si sa loyauté va à la famille ou au Führer. Il s'agit d'une femme qui va
alors que l'homme qu'elle aime choisit la haine plutôt qu'elle, et réalise qu'il n'y a plus d'avenir entre eux. Borzage inonde l'écran de métaphores visuelles, des tempêtes de neige qui engloutissent les fugitifs désespérés, des maisons qui s'effondrent reflétant des sociétés en collapse, et il ne s'excuse pas. Les méchants ne sont pas mal compris, ce sont des gens ordinaires qui ont choisi la cruauté. MGM a enterré le film à l'international, craignant des réactions négatives de l'Allemagne. Des carrières ont été endommagées, les bénéfices ont chuté, mais avec le recul, The Mortal Storm brûle d'une fureur justifiée et d'une clarté déchirante qui n'arrive que lorsqu'il est déjà trop tard. La lettre 1940. Le craquement d'un pistolet déchire la nuit étouffante de Singapour, et avec lui, Bette Davis donne le ton à la lettre. Un film noir imprégné de trahison, de désir, et du coup insupportable de se mentir à soi-même. L'histoire de Leslie Crosby commence avec sa confession froide et calculée qu'elle a tiré sur un homme qui l'a attaqué. Mais la caméra du réalisateur William Wyler s'attarde sur elle, décollant lentement la surface polie pour révéler la jalousie brute et torturée en dessous. Ce n'était pas de la légitime défense, ce n'était pas la justice, c'était la passion, la cupidité et la peur. Et le refus de Leslie de l'admettre même à elle-même la rend encore plus captivant. Le décor tropical vibre de décomposition, insectes bourdonnants, végétation pourrissante, chaleur oppressante. Wyler transforme Singapour en une métaphore de la pourriture qui s'infiltre dans l'âme de chaque personnage. À une époque où Hollywood exigeait des lignes morales claires, la lettre ose admettre que la vérité et les mensonges se ressemblent souvent, et que parfois les pires trahisons sont celles que nous commettons contre nous-mêmes. Cœur. À la fin, lorsque la vie parfaite de Leslie s'effondre sous le poids de ses propres mensonges, nous ne jubilons pas. Nous regardons simplement, émerveillés, horrifiés et désespérément humains. The Oxbow Incident, 1943. Il y a un moment dans The Oxbow Incident où le personnage de Henry Fonda regarde la caméra, nous regarde et demande « Que sommes-nous si nous cessons de penser par nous-mêmes » Ce n'est pas un western sur des convois héroïques de bétail ou des fusillades. C'est un drame moral sombre et claustrophobe sur une foule lyncheuse nourrie par la rage, la peur et le réconfort terrifiant d'agir sans doute. 3 hommes accusés de vol de bétail sont trouvés. Pas de procès, pas de preuves, juste une corde et un arbre. Même si certains dans le procès hésitent, la psychologie de la foule, les doutes sont enterrés sous le besoin écrasant de sang. Le réalisateur William Wellman le filme presque comme un film d'horreur. Les paysages vides semblent étouffants. Les torches projettent des ombres monstrueuses. Les visages des hommes condamnés, confus, suppliants, amèrement résignés, restent gravés dans votre esprit longtemps après la fin du film. Quand la vérité éclate enfin, trop tard, l'horreur n'est pas seulement que des innocents ont été tués, c'est que de bons hommes, des hommes normaux l'ont fait sans à peine hésiter. L'incident de Oxbow n'est pas juste un film, c'est un avertissement qui résonne encore à travers l'histoire, que le prix de la justice et le doute, la miséricorde, est pensé par soi-même, même lorsque la foule hurle le contraire. L'idole brisée, 1948. Imaginez adorer quelqu'un à ce point que même ses péchés les plus sombres semblent pardonnables. C'est le cœur dévastateur de l'idole brisée, réalisé par Carol Reed au sommet de sa créativité. À travers les yeux grands ouverts et craintifs du jeune Philippe, nous voyons un monde bouleversé par la trahison. Son majordome bien-aimé, Baines, est le héros imposant de sa vie solitaire, aventureux, gentil et hors du commun. Mais lorsque Philippe tombe sur Baines, empêtré dans des mensonges, l'infidélité et même un possible meurtre, le monde féerique du garçon s'effondre en morceaux épars. Reed dirige avec une précision magistrale, rétrécissant l'ambassade imposante où Philippe vit en un labyrinthe froid et résonnant. Des escaliers hauts, des halls immenses, et des portes menaçantes engloutissent le garçon tout entier, rendant chaque décision, chaque mensonge murmuré ressenti, écrasante. La beauté de The Fallen Idol réside dans son honnêteté brutale sur la perte de l'innocence. Philippe ment à la police pour protéger Baines, tissant une toile si enchevêtrée qu'elle finit par menacer leur vie à tous les deux. Ces mensonges ne sont pas malveillants. Ils sont désespérés, confus, déchirants, humains. Le climax émotionnel est silencieux, non explosif, un garçon réalisant que les adultes ne sont pas des dieux, mais des créatures imparfaites et effrayées comme lui. Le plan final, avec Philippe debout seul, est l'une des images les plus solitaires jamais projetées sur film. À la fin, on réalise que la véritable tragédie n'est pas de savoir si Baines est coupable ou innocent. C'est que Philippe ne pourra plus jamais croire en qui que ce soit avec une telle pureté. The Fallen Idol ne brise pas votre cœur par la violence.
Il le brise avec des vérités murmurées trop douloureuses pour être niées. Ministry of Fear, 1944. Sortez des portes de l'asile vers la liberté et directement en enfer. C'est le voyage cauchemardesque dans lequel le ministère de la peur vous entraîne, avec la prise froide et implacable de Fritz Lang guidant chaque étape. Stephen Neal, interprété avec une intensité aux yeux creux par Ray Milland, est un homme récemment libéré, après des années enfermé pour ce que la société considérait comme un crime de miséricorde. Pourtant, quelques heures après avoir goûté à la liberté, il est pris au piège d'un complot d'espionnage nazi mortel, déclenché par une part de gâteau, gagné lors d'une foire caritative apparemment inoffensive. Lang imprègne le film de terreur. Même les campagnes anglaises ensoleillées semblent corrompues, pourrissant sous leur surface lumineuse. Les compartiments de train deviennent des pièges. Les sourires des inconnus se transforment en rictus sinistres. Nulle part n'est sûr. Ce qui distingue Ministry of Fear, ce n'est pas seulement la poursuite haletante du chat et de la souris, c'est le sentiment profond et rongant que la véritable prison de Stephen n'est plus derrière les barreaux. Elle est en lui. Chaque fois qu'il doute d'un allié, chaque fois qu'il remet en question une vérité, nous voyons les cicatrices que la guerre a déjà gravées en lui. L'affrontement final n'est pas seulement physique, il est psychologique. En affrontant son ennemi, Stephen doit confronter les fragments brisés de son propre esprit, brisés bien avant qu'un espion ne lui tende un piège. Le ministère de la peur nous rappelle que, en temps de chaos, l'ennemi le plus dangereux n'est pas toujours celui qui vous poursuit. Parfois, c'est celui qui est déjà dans votre tête. The Reckless Moment, 1949. Sous les surfaces polies de l'Amérique suburbaine, The Reckless Moment découvre un champ de bataille où la moralité, l'amour et le désespoir se heurtent dans un désastre au ralenti. Joan Bennett offre une performance bouleversante dans le rôle de Lucia Harper, une mère et femme au foyer respectable dont le monde commence à s'effondrer lorsque l'affaire mal avisée de sa fille adolescente avec un homme louche se termine en tragédie. Désespérée de protéger la réputation de sa famille, Lucia prend une série de petites décisions de plus en plus imprudentes, chacune resserrant un nœud qu'elle ne peut voir avant qu'il ne soit trop tard. Max Ophuls dirige avec une grâce délicate et suffocante. Sa caméra dérive avec Lucia à travers des cuisines impeccables, des salons bien entretenus et des porches baignés de soleil, transformant le bonheur domestique en une fragile bulle de verre, vibrant sur le point d'éclater. Lucia n'est pas une femme fatale. Elle n'est pas une manipulatrice avertie. Elle est chaque mère qui a déjà menti pour un enfant, chaque personne qui a pensé qu'un petit péché pouvait faire disparaître un plus grand péché. Avec un maître chanteur tourmenté, qui, étonnamment, semble tomber amoureux d'elle, ajoutant des couches de tendresse tordues à la tension suffocante. Il n'y a pas de grande explosion dans The Reckless Moment, pas de drame de tribunal, juste un lent et implacable effritement d'une femme piégée par l'amour même qui définit elle. À la fin, Lucia survit, mais elle n'est pas indemne. Le prix de la protection de sa famille est inscrit sur son visage fatigué, invisible aux voisins souriant poliment à travers les clôtures. The Reckless Moment ose montrer le coup sombre de la décence ordinaire dans une indécence monde. The Glass Key, 1942. Dans le paysage politique trouble de The Glass Key, la loyauté est aussi fragile et meurtrière que du verre. Alan Ladd, calme et tendu comme un ressort, joue Ed Beaumont, un dépanneur politique pris entre son amitié avec le faiseur de roi corrompu Paul Madvig, Brian Donlevy, et ses propres valeurs morales. Éveil. Leur lien, tendu à l'extrême, se tord et se déforme au fur et à mesure que le meurtre, le chantage et la trahison s'accumulent autour. Contrairement aux films policiers brillants de l'époque, The Glass Key se complaît dans les jointures meurtries, les visages ensanglantés et les amitiés qui tournent à l'inimitié. Beaumont n'est pas un chevalier, c'est un survivant, traversant les coups et les trahisons avec une obstination tenace et meurtrie. La performance séduisante et énigmatique de Veronica Lake ajoute une autre couche de danger, alors que la loyauté de Beaumont envers Madvig vacille sous l'attraction interdite. Ce n'est pas une romance brûlante, c'est une lente orbite fatale autour de l'un et de l'autre, sachant qu'un seul faux pas pourrait être fatal. Le réalisateur Stuart Heisler maintient un rythme tendu, une atmosphère tendue et les émotions brutes. Vous pouvez presque sentir l'odeur de la sueur dans les salles enfumées, ressentir le goût amer de la défaite planant sur chaque conversation. À la fin, les personnages peuvent survivre, mais leur monde, leurs illusions et leurs liens gisent dans ruine. Dans The Glass Key, survivre ne ressemble pas à une victoire. Cela ressemble à un compromis insupportable avec l'obscurité en chacun de nous. L'être d'une inconnue. 94. Certaines histoires d'amour sont écrites en feu d'artifice, d'autres en cendres. L'être d'une inconnue est de ce dernier type,
un chef-d'œuvre délicat et dévastateur sur l'amour non partagé et l'indifférence brutale de la mémoire. Joanne G. Fontaine est lumineuse et d'une fragilité déchirante en tant que Lisa, une fille qui tombe amoureuse d'un pianiste talentueux mais insouciant, Stephen Brand. Louis Jourdan. Son amour est pur, inconditionnel et complètement invisible pour l'homme qui devient l'axe de sa vie. La caméra de Max Ophuls glisse comme un fantôme à travers la vie de Lisa. Mémoire. L'obscurité veloutée des salles de concert, les balades en calèche éclairées par la lune à travers les rues désertes, les petites chambres de mansarde où elle accumule des souvenirs d'un homme qui la connaît à peine, existent. Chaque détail est douloureusement romantique, mais empreint d'une tristesse inévitable. Lisa offre à Stéphane tout, sa jeunesse, son innocence, ses rêves, même son enfant, sans jamais rien demander en retour. Et Stéphane, trop égocentrique pour reconnaître le cadeau qu'il a reçu, la laisse s'échapper sans jamais vraiment voir, elle, la révélation finale que Lisa a aimé et souffert en silence toute sa vie et que Stéphane ne s'en rend compte que lorsqu'il est bien trop tard, est presque insoutenable. Ophuls ne s'insurge pas contre l'amour perdu. Il le pleure, doucement, magnifiquement, de manière dévastatrice. L'être d'une inconnue ne parle pas seulement d'amour. Il s'agit du fossé entre ce que nous représentons pour les autres et ce qu'ils représentent pour nous. Et comment, parfois, les tragédies les plus profondes sont les plus silencieuses. 1940. The Long Voyage Home de John Ford n'offre pas d'aventure. Il offre l'épuisement écrasant et déprimant des hommes qui passent leur vie à dériver entre les guerres, les rêves et chagrins. Adapté des pièces d'Eugene O'Neill, le film enchaîne des vignettes de marins à bord d'un cargo pendant la Seconde Guerre mondiale. 2. Il n'y a pas de voyage du héros ici, juste une lente et insidieuse prise de conscience que pour beaucoup, la mer est moins une vocation qu'une lente condamnation à mort. La cinématographie de Greg Toland transforme chaque hublot en couvercle de cercueil, chaque banc de brouillard en linceul. Les ombres oppressent l'équipage, déformant leurs traits, rendant leur monde à moitié englouti par le chagrin. John Wayne, dépouillé de son bravado habituel, joue Hull, un Suédois en mal du pays désespéré de retourner auprès de sa famille. Mais l'espoir dans A Long Voyage Home est une chose dangereuse. Hull est trompé pour renoncer à sa liberté, vendu en esclavage sur un autre navire. Le visage de Wayne, empreint de chagrin, devient l'âme du film, un cri silencieux contre la cruauté du destin. À la fin, le navire s'avance dans l'obscurité, transportant une nouvelle cargaison d'hommes brisés vers l'oubli. Ford ne faisait pas un film de guerre. Il créait une élégie pour l'innocence perdue, pour les rêves morts, pour toutes les âmes englouties par l'océan immense et indifférent. Portrait of Jenny, 1948. Portrait of Jenny est moins un film qu'un soupir nostalgique figé sur pellicule. C'est une histoire de fantôme, une histoire d'amour, une méditation sur le temps, la perte et l'art que nous laissons derrière. Joseph Cotten joue le rôle d'Eben Adams, un peintre en difficulté errant dans le New York des années de la Grande Dépression, jusqu'à ce qu'il rencontre Jenny, une fille étrange et envoûtante qui semble s'échapper des failles de la réalité elle-même. Chaque fois qu'Eben la rencontre, elle a changé, plus âgée, plus distante, plus tragique. Le réalisateur, William Dieterle, baigne le film dans une atmosphère étrange et éthérée. La brume s'enroule autour des statues de Central Park. La première neige de l'hiver semble murmurer des secrets, et chaque rencontre ressemble à un rêve à moitié oublié. La musique envoûtante de Dimitri Tiomkin et la cinématographie fantomatique de Joseph August transforment même les décors banals en portail vers un autre monde. Alors qu'Eben peint le portrait de Jenny, nous ressentons sa terreur croissante, qu'il tombe amoureux de quelqu'un déjà à moitié vers un autre. Existence. Et lorsque la bobine finale éclate en Technicolor, ce n'est pas un triomphe, mais un deuil, un souvenir vif et impossible qui brûle trop intensément pour durer. Peu de films capturent le désir si purement. Encore moins osent suggérer que certains amours et certains rêves sont trop fragiles pour la lumière crue du réel. Monde. Portrait of Jenny ne vous demande pas seulement de croire aux fantômes. Il vous demande de pleurer. Eux. The Small Back Room, 1949. Dans The Small Back Room, la guerre n'est pas une série de grandes charges et de discours enflammés. C'est un lent goutte-à-goutte empoisonné, érodant les âmes des hommes oubliés derrière le front. Ligne. Sammy Rice, joué avec une vulnérabilité poignante par David Farrar, est un expert en déminage handicapé noyé dans le whisky, le mépris de soi et l'indifférence bureaucratique. Il est brillant, mais brisé, ses blessures visibles et invisibles, les deux. Son bureau est petit, sombre et encombré. L'arrière-salle où des héros méconnus mènent des batailles invisibles contre le temps.
la solitude et le désespoir. Les réalisateurs Michael Powell et Emmerich Pressburger créent un monde de ombre et claustrophobie, un monde où chaque seconde qui passe est un combat entre volonté et désespoir. La séquence phare du film, une scène de désamorçage de bombes presque silencieuse sur une plage déserte, n'est pas seulement pleine de suspense, c'est spirituel. C'est le moment où Sammy fait face à la question ultime. Suis-je assez fort pour survivre à moi-même? La victoire, quand elle arrive, est amère et durement gagnée. Sammy sauve des vies, mais les fissures dans son âme, restées. La petite pièce à l'arrière nous rappelle que les combats les plus courageux se déroulent souvent loin du champ de bataille et que certaines blessures ne guérissent jamais vraiment. So Proudly We Hail, 1943. La plupart des films de guerre des années 1940 enveloppaient le champ de bataille de patriotisme et de gloire. Ainsi, Proudly We Hail arrache ce masque scintillant et vous montre le visage ensanglanté en dessous, suivant un groupe d'infirmières de l'armée américaine envoyées aux Philippines pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film plonge directement dans le chaos, la peur et l'inimaginable. Perte. Claudette Colbert, Veronica Lake et Paulette Goddard livrent chacune des performances puissantes, incarnant différents aspects du coup de la guerre. La force, le sacrifice, la colère et la foi brisée. L'interprétation de Lake est particulièrement saisissante. Son personnage, Olivia, perd tout ce qu'elle aime. Son mari, sa espoir, sa volonté de survivre. Son acte final, une mission suicide entreprise avec une détermination tranquille, presque désinvolte, est l'un des moments les plus déchirants du cinéma classique. Sans discours, sans gloire, juste un dernier sourire fatigué et une marche vers la légende. Le réalisateur Mark Sandrich, mieux connu pour ses comédies musicales, compose des scènes de bataille non pas comme des morceaux choisis, mais comme des moments de confusion déchirante et de dévastation privée. Les balles déchirent les rêves. Les bombes ne font pas la distinction entre héros et innocents. À la fin, So Proudly We, la grêle ne vous laisse pas avec une fierté enflée. Elle vous laisse avec une admiration silencieuse et un respect profond pour ceux qui ont vécu, sont morts et ont enduré dans les marges des pages les plus sanglantes de l'histoire. Moonrise, 1948. Nous terminons par un murmure, une confession arrachée aux recoins les plus sombres et brisés du cœur humain. Moonrise de Frank Borzage est un petit miracle de film, intime, douloureux, et finalement incroyablement plein d'espoir. Danny Hawkins, interprété par Dane Clark, a vécu toute sa vie sous la longue ombre de la honte. Son père a été exécuté pour meurtre. La ville se moque de lui, le bat, le craint, lui. Une nuit, après une confrontation brutale avec son persécuteur de toujours, Danny craque et le tue en légitime défense. Mais Moonrise ne s'intéresse pas au crime et à la punition. Il s'intéresse à la rédemption. Danny ne fuit pas la loi, mais lui-même, de la croyance que le mal est inscrit dans son propre sang. Borzage crée un monde onirique de marécages brumeux, de maisons en ruine et de trains de nuit grondant vers l'invisible. Destination. L'obscurité n'est pas seulement extérieure, elle est à l'intérieur de Danny, et la vaincre nécessite quelque chose de plus terrifiant que de se battre. Cela nécessite de se pardonner. L'acte final, lorsque Danny, ensanglanté, brisé, en sanglots, choisit de se rendre plutôt que de fuir, est l'un des moments les plus émouvants de l'histoire du cinéma. Pas parce qu'il est puni, mais parce que pour la première fois, il choisit l'espoir plutôt que le désespoir. Moonrise nous rappelle que les péchés de nos pères ne doivent pas nous définir, que la rédemption n'est pas accordée, elle se gagne à chaque instant douloureux, et que même dans les endroits les plus sombres, la lumière peut toujours trouver un chemin.